Bonsoir, bonsoir! Ça va bien? Eh ben là, plus fort que ça, là, vous êtes une centaine de personnes. Let's go! Woo! Bienvenue à l'événement Lutte sociale d'hier à aujourd'hui. Donc, parmi vous, c'est qui voyons, Colin, j'ai oublié le mot. C'est sa première présentation Bistro Brain. Ouais. OK, ben je vais vous expliquer c'est quoi Bistro Brain, puis on va faire un petit refresh pour les habitués. Donc, Bistro Brain, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2017. Puis, notre but, c'est de diffuser la science par le plaisir. Donc, pourquoi on fait nos présentations dans un bar? Ensuite, Bistro Brain, c'est pas juste à Sherbrooke, c'est aussi à Trois-Rivières et à Montréal. Puis, c'est pas juste des présentations dans un bar, c'est aussi un balado disponible sur toutes vos plateformes d'écoute, peu importe laquelle. Le balado s'appelle Tête à Papineau, si jamais vous voulez l'écouter. Très intéressant. C'est des petits épisodes de 30 minutes. Ça s'écoute bien le matin dans le trafic. Ensuite, on donne aussi des formations pour la vulgarisation scientifique, si jamais ça vous intéresse. Puis, Bistro Brain, c'est un organisme à but non lucratif, fait que nous, on marche au don, hein? Donc, si vous voulez des belles soirées comme ça, on vous rappelle qu'il y a des dons qui peuvent se faire à l'entrée. Sinon, je pense qu'on a aussi des codes QR, c'est ça, pour faire un petit don. Donc, ce soir, il faut rester attentif parce qu'à la fin, il y a aussi un quiz. On vous paye quasiment pour venir à nos présentations, là. Quand même. Il y a des beaux prix à gagner. Je ne vous les dirai pas tout de suite, là, parce que ça va être un spoiler. Il faut vraiment que vous restiez jusqu'à la fin, là. Donc, sinon, les soirées sont commanditées. Pour ce soir, on a la Fédération étudiante de l'UDS, le regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat de l'UDS, l'Association générale étudiante en génie à l'UDS, le vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures de l'UDS. Après ça, on a aussi Fernanda Luz, conseillère municipale division Carrefour, et Raïs Kibonge, conseiller municipal section Lac des Nations. Puis ensuite, notre collaborateur de la soirée, c'est la SAREUS, syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement à l'UDS. Donc, justement, on a Léa Béliveau, responsable des communications pour la SAREUS, qui va venir dire un petit mot pour débuter la soirée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là en grand nombre. Donc, en tant que membre du conseil exécutif du SAREUS de l'Université de Sherbrooke, j'aimerais vous remercier d'être ici. Puis, on est très fiers de co-organiser cet événement-là ce soir. Donc, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, je vous souhaite une très belle soirée. Merci, Léa. Sinon, je vous présente aussi, pour cet événement spécial, le directeur du Bistro Brain, Alexis. Hey, salut tout le monde. Vous voyez, moi, monter sur scène, parler devant des gens, c'est rendu une seconde nature. Fait que j'ai fait mon PowerPoint à 3 heures pour pleine confiance. Il va s'afficher en pas long. Donc, le but, c'est vraiment de faire rapido un peu un état des lieux, des réalisations de Bistro Brain depuis sa fondation, il y a de cela 7 ans. Donc, il va s'afficher dans pas long. Sinon, j'espère que vous passez une bonne soirée. J'ai vu pas beaucoup de mains levées tantôt, des gens qui disaient que c'était leur première expérience Bistro Brain. Si vous avez des commentaires à la fin, on a un petit formulaire d'appréciation, mais il faut toujours nous venir parler de ça à la fin. Donc, on va avoir le PowerPoint bientôt. Non, 0.5. Non plus. Bon, je vais compter les blagues que j'avais proposées à Laurie dans ce cas-là pour alimenter et épicer un peu l'animation. Donc, oui, c'est bon. On va la faire pareil. OK. Comment on appelle un vulgarisateur qui fait pas de blagues? Un scientifique. On peut maintenant dire que c'est moi qui l'écris. OK, bon, maintenant on passe
La présentation. Donc, je pose la question, qui ici dans sa vie là, a déjà eu la situation suivante? Vous avez un mononcle régent qui vous demande la question suivante. Fait que, tu travailles sur quoi déjà? Là, vous êtes un peu perplexe, vous avez 1 minute de son attention, cette personne-là n'a pas de secondaire 5, c'est beaucoup à expliquer en peu de temps. Ben, nous, Bistro Brain, on fait un état des lieux, puis on sait que la science, c'est pas tout le temps accessible. De fait, il y a une étude en 2018 auprès de 14 000 Canadiens qui disait que 44% d'entre eux considéraient les scientifiques comme des personnes élitistes. Pas très rassurant. Mais en contrepartie, il y en a le double, 80% qui voulaient en savoir davantage sur la science. La solution, pas de suite. Donc, on identifie un besoin pour une science humaine et accessible. Et la solution, ben, vous aurez compris, c'est des événements grand public de vulgarisation scientifique, la raison d'être de Bistro Brain, diffuser la science par le plaisir. Donc, on m'a déjà présenté, je m'appelle Alexis. Et Bistro Brain, sa mission, c'est vraiment de diffuser la science à travers le plaisir, à travers les événements dont l'ambiance est décontractée, chaleureuse, ludique. Un format unique au Canada, 4 présentations de 12 minutes avec des sujets diversifiés, des périodes de questions. On est dans des bars, les gens peuvent poser leurs questions comme ils veulent. On ne se prend pas pour des hauts perchés élitistes, comme on pourrait dire. Et la question est souvent posée cette année, mais c'est pas moi qui ai fondé Bistro Brain, c'est 2 étudiants qui étaient à l'Université de Sherbrooke en sciences de la santé et en droit, Philippe Normando et Alexandra Chapdelaine pour les nommer. Le premier événement, ça avait lieu à la capsule Bistro Cinéma sur Wellington Sud, qui n'existe malheureusement plus. Et si je me fie à l'événement Facebook, il y avait 19 participations. Donc, la courbe d'achalandage a un petit peu été exponentielle. Réalisation rapidement, on est rendu à notre 103e événement. Mais l'applaudissement. On est présent dans 3 villes, Sherbrooke, Montréal, Trois-Rivières. On donne des formations. On a un podcast, La Tête à Papineau. Et on a en ce moment une équipe, j'ai recompté tantôt, 26 personnes qui ont à cœur la vulgarisation scientifique. Donc, cette belle mission sociale de répandre la science. Merci, merci, merci. Donc, on préfère un reel en ce moment, ça donnerait à peu près ce que vous voyez sur la vidéo. Donc, le record d'achalandage cette année, on a 122 personnes en moyenne qui viennent à nos événements. Ce soir, j'estime à vue d'œil qu'on a au moins 130. Donc, on voit qu'il y a un besoin et aussi que les gens reviennent. Puis, c'est pas seulement l'achalandage qui est important, c'est aussi l'appréciation. On s'efforce vraiment de faire en sorte que vous passez un bon moment. On diminue au maximum les obstacles à la participation. Puis, on fait un accompagnement individualisé, des gens qui présentent pour vraiment faire en sorte que le contenu que vous êtes présenté soit agréable. Donc, on voit avec les années là, que ça augmente vraiment beaucoup, 82%. Puis ensuite, on est rendu à 83%. Il y a des effets un peu qui nuisent là-dedans, c'est-à-dire la quantité de gens dans la salle fait en sorte qu'on entend un peu moins bien. Donc, somme toute, c'est vraiment une belle amélioration. Et on a aussi une expérience formatrice, comme j'ai nommé. On a un accompagnement individualisé pour chaque personne qui présente. Donc, beaucoup des étudiants pour qui c'est la première expérience sur scène de faire communication grand public comme ça. On a un guide de 38 pages en vulgarisation scientifique, 2 appels pour chaque personne, un appel préparatoire, une pratique, une formation d'1 heure. Donc, présenté à Bistro Brain, là, certaines personnes ici qui l'ont déjà fait à main levée. Pouvez-vous lever la main? On a Sophie, on a Maron en avant. Quand c'est que tu as présenté? Ah oui, Sam, OK, je te reconnaissais pas, je suis genre... Fait que vous pouvez approcher ces gens-là, leur demander de partager leur expérience, ils vont vous dire à quel point ça a été formateur. Puis également, un podcast, 31 épisodes publiés, vous irez voir ça. Porté, on rejoint à peu près 17 500 personnes par année, 200 personnes formées par année, près de 30 000 vues sur YouTube, parce qu'on enregistre nos présentations et ils sont publiés de manière accessible gratuitement sur les internets. Donc, vous pouvez aller voir ça, également les présentations de Montréal et Trois-Rivières. Et tout ça, ça se fait avec l'appui de nombreux collaborateurs, partenaires, commanditaires. On veut le remercier parce que Bistro Brain, sans ça, ne peut pas exister. C'est quand même un maigre budget de 55 000 là, pour ceux qui se posent la question, mais on fait quand même 22 événements par année. Donc, c'est vraiment seulement et uniquement possible grâce à l'appui de tous les gens qui sont dans la communauté scientifique et sociale pour supporter ces belles activités. Donc là-dessus, ouverture vers l'avenir, vous aurez compris, on est déjà dans 3 villes. On veut aller dans de nouvelles villes, donc à Québec prochainement. Donc on s'efforce de bien mettre les choses en place pour le faire. Puis si vous avez d'autres questions, vous voulez vous impliquer, juste à venir me voir à la fin. Sinon, je souhaite un bon Bistro Brain et merci de votre attention.
On me dit que j'ai dépassé mon temps, j'ai pas fait un bon exemple, mais en tout cas, tenez-moi-en pas rigueur. Ah ouais, on place le micro. Bon, ben merci. J'ai oublié de dire plus tôt, je suis désolée, je fais pas ma job, là, mais en tout cas, le Bistro Brain, c'est aussi des présentations de 12 minutes, 4 présentations de 12 minutes, puis à la fin, il y a une période de questions de 3 minutes. On vous invite à utiliser les micros dans le fond de la salle pour poser vos questions, parce que nous, on vous enregistre. Ah oui, vous êtes enregistrés. Puis ça passe à notre chaîne YouTube. Puis si on vous parle dans la salle directement, on n'entend pas votre question. Puis tu sais, vous posez des belles questions, le cher public. Donc, on veut entendre votre belle voix. Ça va? Ouais! Ben là, un peu plus d'enthousiasme. Tu viens de dire 130 personnes, là! Sans plus attendre, on va commencer avec la première présentation donnée par Rachel Bergeron et Anne-Jou Laberge à 300 ans de la parité. C'est des étudiantes au cycle supérieur en biologie à l'UDS. Ben, on va partir ça. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici en si grand nombre. Moi, c'est Anne-Jou, je suis étudiante à la maîtrise en biologie ici à l'Université de Sherbrooke. Puis moi, c'est Rachel, je suis candidate au doctorat en biologie à l'Université de Sherbrooke. Donc, pour lancer cette soirée Bistro Brain dans la thématique des luttes sociales, on vient vous parler de la lutte pour la parité en STEAM. STEAM, c'est un terme qu'on va utiliser beaucoup, donc c'est un acronyme qui englobe tous les domaines de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Donc, on vous vend le punch directement. La lutte pour la parité en STEAM est encore loin d'être atteinte, d'être gagnée. Et donc, aujourd'hui, Rachel et moi, on vient vous présenter en tant que représentante du collectif Féminisciences, qui est un regroupement étudiant que j'ai eu la chance de cofonder il y a un peu plus d'1 an de ça maintenant, qui se penche sur les questions d'équité et d'inclusion des femmes dans les domaines des sciences, donc dans les domaines des STEAM, comme on le rappelle, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, sous une perspective féministe. Et donc, on va vous faire un petit survol de la situation ce soir. Donc, on se lance dans le vif du sujet avec quelques chiffres. Donc, l'an passé, les femmes représentaient encore moins de 30 % de toute la main-d'œuvre dans les domaines de STEAM. Et de ce 30 %-là, il y avait seulement moins de 15 % de ces postes-là qui représentent des postes de pouvoir, donc de direction ou de présidence. Maintenant, si on parle de publications scientifiques, les publications scientifiques sont la principale méthode de diffusion des connaissances en sciences, sont aussi la principale mesure de la productivité en recherche. Et donc, les femmes, on représente encore moins de 30 % des auteurs de publications scientifiques. Si on regarde maintenant au niveau des différents domaines scientifiques, on voit qu'il y a une grande variabilité. Donc, par exemple, si on regarde en biologie, on a 37 % des auteurs qui sont de sexe féminin, alors que si on regarde en physique, ça descend à 16 % seulement. Maintenant, si on parle du premier ou de la première auteure sur une publication scientifique, donc en théorie, la personne qui a le plus contribué au projet, on a seulement 1,93 premiers auteurs de sexe masculin. Donc ça, c'est pratiquement 2 fois plus d'hommes que de femmes qui sont premiers auteurs dans des ouvrages scientifiques. C'est ça. Donc pour chaque première auteure féminine. Plus visuellement maintenant, si on prend la carte du monde que vous voyez ici, donc tous les pays où la majorité des auteurs de publications scientifiques sont masculins sont en bleu. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a énormément d'ambiguïté quant à quelle couleur gagne. Donc, on parle de 9 pays qui ne sont pas en bleu. Et malheureusement, ce ne sont pas des pays qui sont particulièrement productifs en recherche en partant. Donc, il y a une couple de questions qui ressortent de tout ça. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a moins de femmes dans les domaines de STEAM encore aujourd'hui? Puis, pourquoi s'en faire avec ça? Pourquoi est-ce que la lutte pour la parité est importante? Donc, premièrement, pourquoi y a-t-il moins de femmes de manière globale en STEAM? Pour répondre à la question... OK, génial. All right. Donc, pour répondre à la question, on va vous faire un petit portrait historique. Donc, pendant très longtemps, les normes sociétales ont fait en sorte d'exclure les femmes des mêmes sphères que les hommes. Et donc, ça l'a fait en sorte de les exclure des domaines scientifiques.
Ensuite, on arrive au 19e siècle où il y a un intérêt pour l'éducation chez les femmes qui commence à émerger. Et donc, c'est dans ces années-là qu'il y a les premières universités pour femmes qui ont été inaugurées aux États-Unis, qu'on surnommait les Sept Sœurs. Ensuite, au Canada, c'est dans les années 1880 environ qu'on a eu les premières femmes qui ont été admises dans les universités. Et donc, malgré la hausse de ces opportunités-là en éducation pour les femmes, les opportunités en termes d'emploi en sciences étaient quand même très rares. Et donc là, on avance jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale où il y a eu un besoin pour de la spécialisation puis de la main-d'œuvre qui était très important. Et donc ça l'a permis d'ouvrir les portes au domaine des technologies et des mathématiques aux femmes. Il y en a plusieurs qui ont d'ailleurs été programmeuses dans des projets très connus comme le projet Manhattan, que vous connaissez peut-être grâce au récent succès du film de Oppenheimer, qui est dans le fond un projet où le gouvernement américain ont élaboré en fait la première bombe atomique pendant la guerre. Ensuite, on avance en 1972 où on a eu l'amendement titre 9, encore une fois aux États-Unis. C'est un amendement qui a fait en sorte de donner l'accès à l'éducation dans les établissements fédéraux à n'importe qui, peu importe son sexe. Donc ça a été un autre grand pas vers l'équité. Et donc, ici, on a un exemple, la Dr. Sally Ride, qui est une astrophysicienne très connue, qui a été notamment la première femme dans l'espace, qui a été une des premières à bénéficier de cet amendement-là. Donc, malgré les luttes, malgré les grands avancements, malgré les découvertes scientifiques par des femmes et malgré tout le mouvement féministe, il existe encore aujourd'hui beaucoup d'inégalités dans les genres en sciences. Et donc, ça, c'est dû au fait qu'il y a des barrières qui sont encore existantes dans notre société aujourd'hui. Donc, c'est ça. Il y en a encore plusieurs. On va parler de 4 grands thèmes aujourd'hui et je nous pars avec les stéréotypes. Donc, beaucoup d'entre nous associons encore les domaines d'estime avec des traits et des qualités qui sont typiquement masculins. Donc, si je vous demande à quoi ça ressemble un scientifique, je vous laisse prendre 2 secondes. Faites-vous un portrait dans le fond de votre tête de ça ressemble à quoi le scientifique classique? Ouais, ça n'a pas de cheveux. Est-ce qu'il ressemble à ça? Donc, pour beaucoup d'entre nous, on imagine peut-être encore probablement un homme, probablement caucasien, probablement d'âge mûr ou semi-mûr, peut-être un peu fou comme lui, mais pas nécessairement. Donc voilà, donc il y a beaucoup de nous qui avons encore ce portrait-là un peu dans le fond de notre tête, ce qui peut décourager beaucoup de filles et de femmes de poursuivre des carrières dans le domaine. Dans la même lignée, on a par conséquent un grand manque de modèles féminins dans les domaines d'estime. Donc les femmes sont encore largement sous-représentées, surtout dans les postes de direction, on en a déjà parlé, ce qui veut dire que les femmes dans le domaine peuvent avoir beaucoup de difficultés à se trouver des modèles et des mentors et à s'imaginer prendre leur place un jour. Puis les biais inconscients. Qu'est-ce que c'est qu'un biais inconscient? C'est un raccourci mental que notre cerveau prend involontairement, qui nous amène à porter des jugements automatiques, rapides, qui manquent d'impartialité et d'objectivité. Donc, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'impression qu'on a que les femmes sont plus émotives, que les hommes sont plus assertifs, que les femmes sont plus aimables, mais que les hommes font des meilleurs leaders. Donc, ça le dit, c'est inconscient, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais 90% des gens ont des préjugés à l'envers des femmes. Donc, que vous remarquerez, ça ne dit pas 90% des hommes, mais 90% des gens. Parce que ces biais inconscients-là, les femmes, on les absorbe aussi. C'est que je vous mets un exemple qui a été un grand classique dans ma vie, qui m'a bien marqué. Est-ce qu'il y en a qui se seraient peut-être déjà fait dire ou qui auraient peut-être déjà dit à quelqu'un « T'es bonne en maths pour une fille? » Donc, c'est ça. Ça part d'une vieille idée qui n'est pas fondée du tout. Les filles sont meilleures que les garçons à l'école en mathématiques et en sciences. Les femmes gèrent mieux l'argent que les hommes et ont beaucoup plus de succès sur le marché boursier, alors qu'on aurait peut-être l'impression que c'est l'inverse. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement en sciences? Ça veut dire qu'une femme dans un groupe de recherche est moins entendue, son opinion est moins respectée. Ça veut dire que le manuscrit qu'elle va soumettre à un journal scientifique pour considération pour publication va être jugé beaucoup plus sévèrement. Ça veut dire que lorsqu'elle applique à un emploi, son CV est jugé beaucoup plus sévèrement. Ça veut dire qu'elle doit travailler 2 fois plus fort que ses collègues masculins pour avoir la même crédibilité, pour mériter sa place sur une liste d'auteurs de publications scientifiques. Puis finalement, on parle aussi encore aujourd'hui de déséquilibre travail-famille. Donc, veut pas, les femmes restent en moyenne plus engagées à la maison que les hommes. Les congés de maternité restent beaucoup plus courants que les congés de paternité. Puis ça, les femmes consacrent 3 fois plus d'heures au travail domestique que les hommes encore aujourd'hui. Puis ça, on l'a peut-être particulièrement remarqué dans les dernières années dans le cadre de la pandémie. Donc, beaucoup du travail à la maison puis des soins des proches s'est retombé sur le dos des femmes, ce qui fait que, selon l'étude qu'on regarde, on aurait perdu 25 à 50 ans dans notre progrès vers la parité à cause de la pandémie COVID-19.
Donc, c'est ça. Concrètement, qu'est-ce que ça a comme résultat, tout ça mis ensemble? Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, il existe beaucoup d'inégalités à tous les niveaux d'une carrière scientifique. Donc, à l'embauche, au niveau des revenus que les femmes vont faire en sciences, au niveau des sources de financement qu'elles vont décrocher, des prix qu'elles vont gagner, des brevets qu'elles vont décrocher et de la satisfaction dans l'emploi. Donc, ultimement, ça veut dire que plus on avance dans une carrière scientifique, plus on perd de femmes. Parce que 1000 petits désavantages comme ça, à la longue, ça a un impact profond sur une carrière scientifique. Maintenant, pour les personnes dans la salle qui seraient peut-être encore sceptiques à notre narrative, on s'est aussi posé la question, pourquoi est-ce que la lutte pour la parité en STEM, elle est si importante? Donc, c'est simple, les inégalités des genres, ça amène un manque de diversité et ça va faire en sorte de limiter les avancées scientifiques. Comment? Eh bien, il y a différents avantages d'avoir plus de diversité dans les domaines des sciences, notamment de favoriser l'inclusion des femmes va faire en sorte d'apporter des solutions innovatrices aux questions de recherche et aussi d'améliorer les résultats des questions de recherche en amenant des perspectives plus diverses et uniques à ces questions-là. Dans une même optique, ça va aussi amener des services et des produits améliorés qui vont pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Un autre avantage, c'est la croissance économique, puisque l'inclusion des femmes dans les domaines des sciences, ça va pouvoir combler un certain manque en termes de compétences et de main-d'œuvre, et ça va pouvoir favoriser la croissance économique et la création d'emplois. Et finalement, ça va tout simplement contribuer à l'avancement du progrès social vers une société qui est plus juste et plus équitable. Prends une petite seconde maintenant pour revenir sur notre titre. Donc, à 300 ans de la parité, ça sort d'où, ça? C'était dans le fond la grande conclusion d'un rapport que les Nations unies ont sorti l'an passé, qui disait que ça va nous prendre encore 300 ans avant d'arriver à l'égalité entre les genres. Donc ça, à noter, c'est pas nécessairement en STEM, ça c'est globalement. Donc, il reste du chemin à faire. Mais pour finir sur une note positive, qu'est-ce qu'on fait justement de tout ça? C'est quoi nos pistes de solutions? Donc, d'abord, c'est évidemment dans l'éducation. Il faut initier nos jeunes filles au domaine de STEM tôt. Il faut éduquer nos jeunes de façon à dissiper ces stéréotypes-là qui sont associés avec ces domaines-là. S'il y en a qui ont des enfants à la maison ou dans leur entourage, je vous encourage à retourner chez vous puis à leur demander de vous dessiner ça ressemble à quoi un scientifique. Peut-être que ça peut partir des belles discussions. Demandez-vous si c'est un lui qui ressort et s'il a des cheveux. Donc, ensuite de ça, c'est dans la sensibilisation. On a parlé de biais inconscients. Ça le dit, c'est inconscient. Donc, c'est important d'en parler, les identifier puis de les adresser. C'est dans la promotion des environnements de travail qui sont inclusifs. Ça va nous prendre beaucoup plus de modèles féminins visibles dans les domaines de STEM pour inspirer les jeunes filles et les femmes qui pourraient être intéressées à poursuivre ces carrières-là. Ça va nous prendre des études sur pourquoi et où est-ce qu'on les perd exactement, les femmes qui sont en sciences. Il va falloir adresser ça pour question de les retenir un peu, les garder. Puis finalement, il va falloir que nos universités, nos sociétés scientifiques établissent des normes pour comment est-ce qu'on établit une liste d'auteurs sur une publication scientifique, comment est-ce qu'on adresse l'effet des biais inconscients sur l'obtention de bourses, l'obtention d'emploi, puis finalement de façon à bâtir l'emploi, l'environnement autour des congés de parentalité, que ce soit plus juste des congés de maternité, puis qui ne coûtent plus 3-4 ans aux carrières de nos femmes en sciences. Donc, en conclusion, malgré les luttes passées, malgré les énormes avancements qu'on a aujourd'hui, notamment en termes d'accès à l'éducation, il reste encore beaucoup d'inégalités des genres dans les domaines des sciences. Comme le dit Rachel, encore aujourd'hui, les femmes vont être en général vont être beaucoup moins payées que leurs collègues masculins, vont être moins citées, moins représentées, elles vont devoir faire face à plus de différends dans leur milieu de travail et aussi devoir faire plus de travail invisible. Pour améliorer la situation, il va falloir, premièrement, en être conscient, donc c'est pour ça qu'on est devant vous ce soir, mais aussi avoir une vision intersectionnelle du problème, puisque c'est pas toutes les femmes qui vont vivre les mêmes enjeux au même niveau, et aussi de faire l'éducation des gens autour de soi sur ces problématiques-là. Donc, on vous laisse sur la citation suivante qui a été mise dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, qui stipule que l'égalité des genres, c'est pas seulement un droit humain fondamental, mais aussi une fondation nécessaire pour une société plus en paix, prospère et durable. Et là, on a quelques suggestions de lecture pour les gens que ça l'intéresse, qui voudraient pousser le sujet un peu plus loin. Sinon, vous pourrez venir nous voir pendant les pauses. Et merci beaucoup. On va maintenant prendre des questions. Oui, merci les filles. Donc, c'est la période des questions. Je vous rappelle, on a un beau micro à l'arrière pour entendre votre voix. Fait que, let's go!
La présentation était vraiment claire ou il n'y a juste pas de questions? Il n'y a pas de questions. Je suis désolée. Merci. Si, j'en ai une. Ah, OK. Allô? Moi, j'ai une question. Quand on dit représenter un scientifique, on induit déjà le sexe masculin. Pourquoi pas dire représenter une personne scientifique? Parce que le masculin générique, on sait très bien que le cerveau, obligatoirement, impliquera déjà un homme, ça fait déjà un raccourci. Donc je pense que si vous avez des enfants, demandez-leur, décidez-moi une personne scientifique. J'aimerais juste avoir votre avis par rapport à un scientifique ou une personne scientifique. C'est un excellent point, oui. Le vocabulaire inclusif, c'est une grosse partie de ce qui va venir changer justement ces idées-là qu'on a. Puis c'est une super belle habitude d'apprendre de plus en plus, de vraiment mettre l'emphase là-dessus. Ouais. C'est important dans nos communications autour du sujet, ça c'est clair. Oui, tout à fait. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. En fait, je me demandais si vous aviez pensé à inclure la question du système. Ce que je veux dire, par expérience personnelle dans l'académie, il y a une discussion, c'est quasiment une caricature qu'on a eue entre postdocs. C'était que on avait des femmes collègues. Et il y avait, quand on est un postdoc, on a un contrat d'1 an. Moi, j'ai eu des renouvellements aux 6 mois. Et puis ensuite, on part, pas forcément dans un autre pays, dans un autre continent, là. Et puis, il y a un moment, il y a une des collègues qui dit « Ouais, mais moi, j'aimerais bien un enfant avant 35 ans. » Et puis ça, c'est elle qui lâche, en fait. C'est elle qui lâche parce qu'elle se dit « je peux pas, moi, tous les 6 mois, pas savoir si dans 6 mois j'ai un contrat, etc. » Et j'ai vu souvent ça. Et en étant... j'étais pas en Afghanistan, hein, j'étais en Allemagne, dans un organisme qui se disait soucieux d'équité, mais le système faisait que ça marchait pas. Tu vois. Même en limitant les biais, en faisant des efforts, ça ne marchait pas à cause de on essaie de faire rentrer un rond dans un carré, quoi. Oui, je sais pas si vous l'avez. En effet, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'à la fin, dans nos solutions, on avait un aspect par rapport aux normes, de justement changer ce système-là et de mettre l'emphase sur le pas du fait que d'avoir, par exemple, un congé de maternité ou quelque chose fasse en sorte de limiter ta carrière en quelque sorte, mais au contraire de construire le système autour de ces possibilités-là puis de ces enjeux-là qui affectent plus les femmes, là, si on veut. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il faudrait le rebâtir au complet, idéalement. C'est un système c'est les traces qui restent d'un système qui est bâti autour d'une famille où l'homme pouvait se déplacer, la femme le suivait. Un témoignage rigolo, et puis j'arrive, là. Oui. J'arrête, là. J'ai une amie, elle est arrivée en PhD. Elle lui a dit, écoute, je te prends si tu es d'accord de ne pas tomber enceinte dans les 3 prochaines années. C'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui, qui sont horribles. C'était pas écrit, hein? C'était juste dit, hein? Oui, c'est un grand défi. Nous, on a choisi d'essayer, c'est ça, 12 minutes. On aurait pu en parler pendant 1 heure. On essayait de mettre l'emphase sur des petits trucs qu'on peut amener à la maison et utiliser dans la vie de tous les jours, mais il y a beaucoup de grands changements à faire. Merci. Oui. J'aurais une question. Malheureusement, on n'a plus le temps pour les questions. Mais c'est ça, les filles sont à l'avant. Si jamais vous voulez poser des questions pendant la pause, je pense qu'ils vont être très enclins à répondre. Bon, on les applaudit. Donc, on enchaîne la soirée avec la présentation de Samantha Dorinet, candidate au doctorat en droit, avec sa présentation qui s'intitule « L'intelligence artificielle, des mythes à la réalité ». Merci. Donc,
bonsoir à tous. Je suis très contente d'être ici avec vous ce soir. Je vais donc vous parler de l'intelligence artificielle, des mythes à la réalité. Lorsqu'on évoque l'intelligence artificielle, il est courant que la plupart d'entre vous vont penser immédiatement à des œuvres de science-fiction, qu'il s'agisse de films ou de livres, puisque c'est tout à fait compréhensible. C'est par le biais de ces supports que donc, le concept d'IA s'est popularisé en premier auprès du grand public. Toutefois, alors que certains mettent en avant des scénarios où des robots malveillants se rebellent et cherchent donc à anéantir l'humanité, tels que dans Matrix où un programme informatique crée un monde virtuel pour emprisonner l'humanité utilisant les humains comme source d'énergie, d'autres, tels que Isaac Asimov, célèbre auteur de science-fiction, a lutté toute sa vie contre la peur qu'inspiraient les robots. Il trouvait que les histoires de robots et de monstres cybernétiques étaient ridicules. Pour lui, les robots n'étaient que des machines, certes sophistiquées, mais n'ayant pour objectif que d'effectuer les tâches pour lesquelles les ingénieurs les avaient conçues. C'est par ailleurs lui qui a donc été à l'origine de l'élaboration des premiers principes éthiques en matière d'intelligence artificielle, en formulant dans les années 40 ce qu'on appelle les 3 lois de la robotique. Donc, tel que vous pouvez le voir, la loi numéro 1 prévoit qu'un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Selon la loi numéro 2, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et selon la loi numéro 3, un robot doit protéger son existence tant que la protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Donc, juste pour savoir, levez la main si vous pensez que les scénarios que mettent en avant ces films sont réalisables et que l'IA est capable donc d'anéantir l'humanité. Donc, pour vous rassurer, vous n'êtes pas les seuls, car certaines grandes figures scientifiques telles que Elon Musk ou Stephen Hawking pensent comme vous. Mais personnellement, je considère que les thèmes explorés dans ces œuvres de science-fiction sont essentiels. Ils nous invitent à réfléchir sur notre époque actuelle, mais il est important de ne pas les prendre comme des modèles absolus pour imaginer les capacités et les limites de l'IA. S'enfermer dans de telles pensées restrictives peut nous empêcher de saisir pleinement le potentiel réel de cette technologie, et cela peut parfois nous éloigner de la réalité. Par ailleurs, certains préfèrent même ne pas utiliser l'expression d'intelligence artificielle car ils considèrent que la qualification d'intelligent n'est pas adaptée à l'IA. Le système ne possédera jamais toutes les capacités que possède le cerveau humain. Luc Julia, qui est un célèbre ingénieur qui a notamment œuvré à la création de Siri, est un fervent défenseur de cette thèse. Il considère même que le terme d'intelligence augmentée serait plus approprié, puisque cela indique que le système aide des êtres intelligents à avoir plus de capacités et à être meilleurs dans des domaines spécifiques. Pour continuer, je vais vous faire travailler un tout petit peu. Je vais vous proposer 3 possibilités de définition de l'IA et je vais vous demander de lever la main pour la proposition qui vous semble correcte lorsque je l'énonce. Donc, est-ce que selon vous, l'IA peut être définie comme la capacité des machines à penser de manière autonome ? D'accord. Est-ce que certains pensent plutôt que l'IA se définit comme la reproduction de comportements et de capacités intellectuelles humaines par des technologies informatiques ? D'accord. Ou est-ce que certains pensent que l'IA se définit plutôt comme un système informatique capable de stocker des données uniquement ? Donc, attention, c'était donc la réponse 2 qui était correcte, puisque les IA sont bien des technologies informatiques capables de reproduire des comportements et des capacités intellectuelles, généralement associées à l'intelligence humaine, comme le raisonnement, l'apprentissage, la reconnaissance vocale et faciale. Pour arriver à de tels résultats, l'IA va donc appliquer des algorithmes complexes pour simuler ou reproduire les capacités de raisonnement et d'apprentissage humain. Cela va pouvoir aller de simples règles codifiées à des systèmes sophistiqués capables d'apprendre de l'expérience. Pour ceux qui avaient répondu 1, les derniers développements technologiques ne nous permettent pas d'en être rendus à cette étape. Vous comprendrez mieux pourquoi dans la suite de ma présentation. Et pour ceux qui avaient répondu 3, les systèmes d'IA ne se limitent pas au simple stockage de données. D'ailleurs, il n'existe non pas une, mais des IA, puisque les technologies des IA sont très nombreuses et se sont fortement enrichies ces dernières années. Il existe différents degrés d'IA. D'un côté, on va parler de l'IA faible ou étroite, et de l'autre côté, on va donc parler de l'IA forte ou générale. Donc, pour les IA faibles, ce sont des systèmes limités à l'exécution de tâches précises. Ils sont conçus pour exécuter des tâches spécifiques pour lesquelles elles ont été entraînées et programmées. De plus, elles ne possèdent donc pas de conscience, de compréhension, de volonté propre. C'est les IA que nous utilisons aujourd'hui, comme les assistants vocaux ou les systèmes de recommandation, sont donc des exemples d'IA faibles.
Et de l'autre côté, on parle donc des IA fortes. Ce sont des systèmes capables de comprendre, apprendre et de fonctionner de manière indépendante à un niveau au moins égal de celui de l'intelligence humaine. Une IA forte aurait donc la capacité de raisonner, de penser, de faire preuve d'émotion, tout comme un humain. De manière simplifiée, on pourrait dire que l'IA faible exécute des tâches préprogrammées, alors que l'IA forte est capable de raisonner, d'apprendre et de prendre des décisions comme un humain. Par exemple, selon vous, C3PO, le célèbre droïde de protocole de l'univers de Star Wars, est-il une IA faible ou une IA forte? Oui, puisqu'il est capable donc de comprendre des langages et des dialectes par millions. Il va pouvoir interagir de manière sophistiquée avec les humains et les autres formes de vie, et aussi va pouvoir faire preuve d'émotion et de personnalité. Mais il est important de noter que les personnages comme C3PO restent du monde de la science-fiction et dépassent de loin les capacités actuelles de l'IA. Il paraît donc logique que les systèmes d'IA ne vont pas présenter le même niveau de risque selon les différents types. Il va donc varier selon le degré d'autonomie fonctionnelle de la technologie utilisée par l'IA. Plus l'IA a la capacité d'apprendre avec autonomie et d'effectuer des tâches sans intervention humaine, très simplement, plus l'IA va se rapprocher de l'IA forte, plus le risque va devenir élevé. Et si je vous demande de me nommer un élément sans lequel l'IA ne peut fonctionner, quel serait-il selon vous? Oui. Exactement, puisque les données sont donc le nerf de la guerre de l'intelligence artificielle. Sans elles, l'IA ne peut exister. Leur développement et entraînement reposent sur l'exploitation de ces données. Pour fonctionner efficacement, donc, certaines solutions d'IA ont besoin d'utiliser un grand volume de données numériques pour apprendre, généraliser et produire des résultats plus précis et utiles. Plus les données sont nombreuses, plus les IA ont donc l'opportunité d'analyser, de comprendre différents modèles, et plus les résultats obtenus vont donc être meilleurs. Par exemple, dans la reconnaissance d'images, un modèle d'IA ayant accès à une grande variété d'images va pouvoir développer une meilleure capacité à identifier différents objets et contextes. C'est pourquoi on va donc parler de collecte massive des données, du big data. Et la collecte massive des données est même rendue omniprésente aujourd'hui dans notre quotidien. Toutefois, quand la collecte et l'utilisation de données portent sur des renseignements personnels, celles-ci soulèvent des défis éthiques et juridiques importants concernant la vie privée, la sécurité des données et même le potentiel de biais discriminatoires présents dans les systèmes d'IA. Ces enjeux sont accentués par le caractère massif de la collecte et l'utilisation des renseignements personnels. Mais ne vous inquiétez pas, parce que la collecte et l'utilisation des renseignements personnels n'échappent pas aux lois de protection sur ces derniers, qui vont donc rigoureusement encadrer la manière dont ceux-ci vont être collectés, tels que par les finalités, le volume, la durée de conservation, et également donner des droits aux individus sur leurs données, tels que le droit d'accès et de rectification. Mais avez-vous déjà entendu parler de l'effet boîte noire? Puisque les systèmes d'IA sont en particulier ceux basés sur l'apprentissage profond, c'est-à-dire ceux capables d'apprendre avec autonomie sans intervention humaine, peuvent être considérés comme des boîtes noires. Prenons par exemple un système bâti sur l'apprentissage profond en vision par ordinateur. Il va pouvoir identifier des objets dans des images avec une précision stupéfiante, mais le processus qui l'a mené à cette conclusion reste enfoui dans les profondeurs de son code. C'est comme si nous assistions à un tour de magie sans comprendre comment le magicien l'a accompli. Cette opacité présente un défi majeur dans des domaines critiques comme la santé, les prêts bancaires ou le recrutement. Imaginez si votre destin dépendait d'une décision prise par une boîte noire. Vous aimeriez sûrement savoir comment cette décision a été prise. Savez-vous également que l'IA pose des défis environnementaux majeurs, puisque certaines IA sont également très gourmandes en énergie, ce qui va pouvoir aggraver l'impact environnemental. Par exemple, l'apprentissage profond requiert d'importantes quantités d'électricité, ce qui va augmenter les émissions de CO2, et des initiatives visent à rendre l'IA aujourd'hui plus respectueuse de l'environnement. Face à ces défis se pose depuis quelques années la question de l'encadrement de l'IA. Le développement croissant de l'IA dans divers domaines d'activité soulève donc des questions éthiques et sociales cruciales. L'IA offre des perspectives économiques et sociales prometteuses en améliorant par exemple l'efficacité, la performance, en réduisant les coûts pour les organisations, mais son intégration suscite des préoccupations concernant également l'emploi, la vie privée, la prise de décision, ou bien aussi la responsabilité en cas d'erreur. C'est pour ces différentes raisons que depuis quelques années, l'éthique de l'IA s'est beaucoup développée. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, cela a conduit à l'adoption de pléthore de textes. Je vous ai mis ceux que je considère comme les plus intéressants en la matière et les plus importants, mais il en existe beaucoup d'autres. Pour autant, ces textes ne suffisent pas à l'heure actuelle à canaliser totalement les effets négatifs de l'IA. Ceci s'explique de différentes manières, mais notamment par le fait que les normes éthiques ne sont pas obligatoires pour les acteurs de l'IA. Ces principes sont également nombreux et vont varier en fonction de l'organisation qui va les édicter.
Face à cela, certains appellent à la constitution d'un droit pour mieux encadrer l'IA, pour le doter d'un encadrement donc contraignant, et ce qui va permettre d'avoir des conditions, des règles rigoureuses que les acteurs de l'IA devront respecter pour pouvoir développer ces technologies et pour que, in fine, elles puissent être utilisées. À l'échelle du Québec, il n'existe actuellement aucune loi particulière qui encadre spécifiquement le développement de l'IA. Pour autant, cela ne signifie pas que l'IA échappe au droit, puisque les lois générales continuent de s'appliquer dans le contexte de l'IA, bien que leur interprétation dans ce contexte ne soit pas encore soulevée devant les tribunaux. La question de l'adoption d'une loi dédiée à l'IA est actuellement débattue. Le Québec se trouve dans une phase de réflexion à ce sujet. Récemment, le Conseil d'innovation a lancé des consultations publiques sur la régulation de l'IA, ce qui marque donc le début d'un processus visant à établir un cadre réglementaire contraignant pour l'IA au Québec. J'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par ce sujet, ma directrice de thèse, Anne-Sophie Hulin, travaille actuellement sur un projet de boîte à questions qui traite plus en profondeur certaines des questions que je vous ai abordées ici. Et vous trouverez tout ça sur le site de l'Obvia. Le mois prochain, une nouvelle version sera d'ailleurs accessible en ligne. Et si vous n'arrivez pas à avoir accès au projet ou que vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous remercie. Merci beaucoup, Samantha. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Tantôt, j'ai vu quelqu'un avec une main levée. Là, c'est le temps, là. Pour faire un rapport avec le sujet précédent, est-ce qu'on sait si les IA échappent au biais cognitif? C'est-à-dire que, est-ce qu'on sait, puisque nous, c'est nous qui les réglons, c'est nous qui les programmons, donc savoir si on sait déjà si elles échappent au biais cognitif que nous, on a quand on les construit, et comment on pourrait faire pour qu'elles échappent peut-être à ça, ou savoir si elles ne tombent pas dedans, en fait. À mon niveau, je ne suis pas spécialiste directement sur comment les IA sont formées, mais je pense que ça va surtout dépendre des données par lesquelles elles sont entraînées et de la qualité des données. Et en fonction de ces données-là, on va introduire ou pas des biais qui soient de toutes sortes ou même cognitifs. Donc ça va vraiment dépendre sur quoi les IA vont être entraînées. Ouais, c'est ça, parce que moi j'avais vu un article où il parlait du fait que certaines IA de conversation, je crois, étaient parties sur des thèmes racistes parce qu'elles étaient connectées beaucoup aux réseaux sociaux et qu'elles prenaient des... Et on voit bien qu'effectivement, ça peut dériver assez rapidement parce qu'elles prennent des avis qui sont très prépondérants, etc. Donc si on ne fait pas attention à ça, en fait, c'est que ça peut devenir des machines. Alors quand on se posait la question de savoir si elles peuvent devenir mauvaises, entre parenthèses, c'est peut-être là, je trouve, que ça peut devenir dangereux ou peut-être un petit peu... Mais c'est pour ça que l'accent doit être mis sur la qualité des données sur lesquelles elles sont entraînées et sur vraiment la valeur qu'on essaye d'inculquer au système. Et en soi, ce n'est pas les systèmes en eux-mêmes qui vont être dangereux, c'est comment les ingénieurs les entraînent et sur quoi ils se basent pour les entraîner, qui vont entraîner les conséquences. Ok, merci. Est-ce qu'on avait une autre question ou... En fait, moi, je fais de l'IA, donc du coup, je suis de l'autre côté. Et en plus, je suis dans le domaine médical. Donc, je suis dans tout ce qui est modélisation neurologique. Et certainement, comme tu l'as dit, donc l'IA vraiment nous aide énormément à améliorer les traitements, etc., les traitements de données, etc. Et donc, du coup, quand j'ai vu la présentation, ça m'a intéressée parce que là, c'est une personne qui est de l'autre côté. Donc, qui est un peu notre barrière parce que finalement, on ne peut pas utiliser cette IA, ces logiciels-là ou ces algorithmes-là pour le côté éthique des patients parce que voilà, donc il y a plusieurs risques. Et donc, du coup, je me demandais comment tu voyais au futur, par exemple, la convergence. Est-ce qu'il y aurait une potentielle convergence des normes de l'IA pour enfin une potentielle utilisation qui vraiment changerait donc, le domaine médical, surtout dans des maladies neurodégénératives où les avancées sont très mineures au niveau biologique et tout. Merci pour ta question. Et en plus de ça, je suis plus spécialisée sur l'IA en santé et c'est vraiment le sujet de ma thèse. Et je pense que ça peut apporter énormément au domaine médical et que c'est vraiment la voie de la médecine du futur, puisqu'on passerait plus sur une médecine qui va être prédictive, alors qu'on est plus actuellement sur du curatif. Mais c'est vraiment
de voir comment aussi, d'un côté en médecine, on va avoir les ingénieurs qui vont former les modèles, mais aussi comment les professionnels vont adapter l'IA et comment les patients vont les percevoir. Ouais. Et aussi en santé, ce qui est compliqué, c'est qu'on a le consentement, l'information du patient. Donc il faut vraiment que tout le monde soit éduqué sur ça, et il va y avoir un gros enjeu de littératie pour pouvoir rendre accessibles les IA dans le domaine médical. Oui, certainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la belle présentation. Donc, maintenant, c'est le moment préféré de tout le monde. Non, c'est pas vrai. C'est la pause. On vous laisse un petit 10 minutes pour aller décompresser. On vous revient à 6h10. Donc, la pause est finie. OK. On va juste y aller, hein? Ceux qui n'écoutent pas, ils n'écoutent pas. Donc, on va reprendre de la pause avec un petit mot du conseiller municipal, section Lac des Nations, Raïs Kibonge. Bonsoir! Vous allez bien? OK, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici parce qu'avec Alexis, on est des amis de longue date et j'adore la formule Bistro Brain, qui est un peu comme notre TED Talk local, on va dire. Mais ce qui m'intéressait beaucoup quand il m'a demandé de venir, c'était le sujet. On parle de lutte sociale. C'est une des raisons pour laquelle je suis allé en politique. Quand on parle de lutte sociale, on va dans tout ce qui touche notre société. Ici, on va parler de la langue, si j'ai bien compris tantôt, mais on parle aussi des enjeux d'équité, des différents enjeux. Et ce que je trouve de bien dans ces conversations-là, c'est que ça nous fait réfléchir, ça nous pousse à sortir de notre zone de confort pour voir comment nous mettre à jour avec un monde qui est tout le temps en évolution. Fait que je trouve ça très beau. Je trouve qu'il y a plusieurs formes d'engagement et le fait de pouvoir faire avancer la conversation comme ça et faire réfléchir les gens et les pousser à changer d'idées ou de perception, ça enrichit tout le monde et toute la société. Donc, merci à tout le monde d'être ici, aux organisateurs, aux gens qui participent, aux gens qui vont avoir des conversations super intéressantes avec ça. Et bref, si vous avez des bonnes idées, écrivez-nous. On aime bien essayer des nouvelles affaires. Une des choses qui m'a surpris le plus quand je suis arrivé en politique active, c'était que souvent, oui, ça peut être une question de financement, mais souvent c'est juste comme faire avancer les idées, que les gens, ils ont un gros mur devant eux, ils se disent ce n'est pas possible d'agir comme ça. La preuve, c'est qu'une des mesures qui a été le plus contestée l'année passée, c'était l'idée de ne pas tondre le gazon sur le terrain municipal pendant un mois pour essayer de préserver les abeilles. Et on n'a jamais reçu autant de courriels de notre vie. Ma collègue Fernanda Luz, qui est conseillère municipale du Carrefour, peut vous en témoigner. On n'en revenait juste pas. Pourtant, ça partait d'une bonne idée, d'une bonne opinion. Et c'est ça. C'est pour arriver à faire avancer les politiques, avancer à changer la société. Souvent, ce que ça prend, c'est des dialogues. Puis c'est dans des lieux comme ça que ces dialogues se font, dans des lieux là où on se remet en compte. Je suis un grand fan de science-fiction. Puis pour ceux qui aiment la science-fiction et Star Trek, ils savent que les Vulcains disent souvent faut mettre au défi, faut challenger ses croyances avant que quelqu'un d'autre vienne les challenger. Bon, je paraphrase, je prends de l'anglais et tout. Mais bref, vous comprenez que en parlant de lutte sociale, en faisant du Bistro Brain, on est capable justement de challenger nos croyances et de pousser encore plus loin le tissu social et de devenir je dirais, une société plus juste et plus équitable. Donc, merci encore de votre temps. Puis, n'hésitez pas à contribuer de toutes les manières que vous pouvez pour faire avancer la société. Merci. Et merci beaucoup pour ce mot. Donc, on va enchaîner avec la troisième présentation donnée par le professeur de droit à l'UDS, M. Guillaume Rousseau, avec sa présentation « La loi 101, fruit d'une lutte sociale ».
Bonsoir tout le monde. Félicitations à toute l'équipe qui organise la soirée. Vraiment, je m'attendais à ce qu'il y ait du monde, mais pas tant que ça. Donc, félicitations, c'est beau à voir. Belle main d'applaudissement bien méritée pour Alexis et toute son équipe. Comment une loi aussi révolutionnaire et unique que la loi 101 a-t-elle pu voir le jour? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est parce qu'il y a eu des décennies de lutte sociale qui ont rendu possible cette loi-là. Donc, la Charte de la langue française, mieux connue sous son petit nom de Loi 101, c'est vraiment une loi qui est révolutionnaire. D'abord parce qu'elle s'inscrit dans le contexte de la Révolution tranquille. Donc, vous connaissez le Québec dans les années 60, on se réveille, on décide de s'émanciper de l'Église catholique. Donc, on décide de faire en sorte que ce soit l'État démocratique qui prenne en charge les services publics, l'éducation, la santé, plutôt que les églises qui s'en occupaient avant. Un autre aspect de la Révolution tranquille, c'est un réveil des francophones qui décident qu'ils ne vont plus se contenter des petits emplois moins payés dans le bas de la hiérarchie des grandes compagnies anglo-américaines. Non, on décide que comme francophones, on est capable, on n'est pas né pour un petit pain et on se bat pour des bonnes conditions de travail, des bonnes conditions de vie. Un autre aspect de la Révolution tranquille, c'est que c'est la sécularisation, c'est la modernisation, puis avec ça, tout ça va de pair avec une baisse du taux de natalité. C'est le propre des sociétés qui se modernisent, qui se sécularisent. Il y a plein d'avantages à ça, mais ça pose un défi pour la langue française. Parce que pendant des siècles, la langue française au Québec pouvait se maintenir, même s'épanouir, parce que les francophones avaient beaucoup d'enfants. Les francophones étaient souvent catholiques, l'Église catholique faisait la promotion de ça, donc il y avait beaucoup d'enfants, donc même si les francophones étaient très minoritaires en Amérique du Nord, bien, ils se maintenaient parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. À partir du moment où on se modernise, on se sécularise, on a moins d'enfants, oups, ça pose tout un défi pour la langue française. Et en plus, c'est dans un contexte où, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une forte immigration, plus forte, il y a une diversification de l'immigration. Et là, on comprend que la solution, vous la voyez venir, si on a moins de natalité, plus d'immigrants, il faut la francisation de nos compatriotes, ou du moins une plus grande francisation, une francisation d'une plus grande part de nos compatriotes issus de l'immigration récente. Alors ça, c'est le contexte qui va mener à des luttes sociales. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il y a des gens qui vont se mobiliser beaucoup dans les syndicats. Donc, les gens vont dire, on a besoin de meilleures conditions de travail, c'est pas vrai qu'on est né pour un petit pain, donc de plus en plus, les syndicats deviennent plus revendicateurs. Et il y a des cas célèbres, entre autres dans des grèves, dans des alumineries au Lac-Saint-Jean et tout. Les gars, c'était surtout des gars dans les alumineries, font la grève et là, ils reçoivent des offres des patrons, puis les offres sont en anglais. Là, maintenant, ils se disent, pourquoi c'est en anglais? Pourquoi depuis des siècles, on accepte ça, que les patrons nous envoient leur offre, les conditions de travail? On ne peut même pas les lire, il faut les faire traduire, il faut avoir des leaders syndicaux qui sont parfaitement bilingues. Donc, on veut non seulement être mieux payé, mais en plus, on veut avoir des contrats de travail en français. Donc, c'est un peu l'esprit de l'époque. Donc, on se dit, on veut des meilleures conditions de travail et on veut que le français soit la langue de travail. On veut pouvoir travailler en français. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, oui, il y avait du travail en français, mais c'était un peu ségrégué. C'était un peu, il y avait une division du travail en fonction des groupes linguistiques. Donc, les anglophones avaient les meilleurs emplois, postes de cadre et tout, dirigeants. Les francophones, les moins bons emplois. Il y avait une raison, il y avait toutes sortes de raisons pour ça, économiques, historiques, mais il y avait une raison très, très concrète. C'est que le travail manuel, donc la chaîne de montage, ça pouvait se faire en français, pas de problème, mais dès qu'on était dans le travail intellectuel, rédiger des contrats, préparer des publicités, de l'affichage, de l'étiquetage, tout le travail intellectuel se faisait en anglais. Donc forcément, les emplois intellectuels, souvent, c'est un petit peu plus payant, c'est un peu plus prestigieux. Bon, bien, puisque c'était en anglais, c'était beaucoup des anglophones qu'ils avaient. Les emplois moins payants, moins prestigieux, très manuels, c'était pour les francophones. Donc là, on a compris qu'il fallait se battre pour le français, langue du travail, mais aussi pour le français, langue du commerce, langue des affaires. On ne pouvait pas isoler la langue du travail du reste des activités sociales. Donc, la lutte a porté sur la langue du travail, puis ensuite sur la langue des affaires, du commerce. Parce qu'on voulait également que les francophones aient leur place au niveau du commerce, des affaires, qui était lié à la langue de travail. Et donc, la loi 101 arrive fin des années 70. Il y a d'abord un livre blanc où on annonce carrément il va y avoir une loi, et cette loi va porter sur la langue, va être pour le français dans l'entreprise. Et ensuite arrive en 77 la loi 101, la Charte de la langue française. Et là, la façon que fonctionne la loi 101, c'est comme une pyramide, si je pourrais vous donner une image. J'aurais dû apporter un PowerPoint, finalement. En haut de la pyramide, vous avez vos droits linguistiques fondamentaux. Le droit de travailler en français, le droit comme consommateur d'être informé, servi en français,
le droit comme personne que toutes les entreprises, tous les organismes publics communiquent avec vous en français. Donc, on a comme ça plein de droits linguistiques fondamentaux. Puis ensuite, il y a des règles, il y a des obligations pour les employeurs, pour l'État, pour toutes sortes d'organismes qui doivent utiliser le français. Puis ensuite, il y a des recours, il y a des sanctions, puis il y a des organismes qui assurent le respect de tout ça. Mais tout le reste, là, c'est là pour assurer le respect des grands droits linguistiques fondamentaux. Souvent, on l'oublie, des fois, on parle des inspecteurs qui viennent mesurer, là, est-ce que vous avez le droit d'avoir un affichage de telle grosseur en anglais? Bon, on oublie que derrière ces règles un peu tatillonnes, mais il y a des grands droits linguistiques fondamentaux, puis c'est pour ça qu'on a des règles un petit peu tatillonnes, puis des inspecteurs. Donc, je vous raconte ça, puis vous dites peut-être, bon, finalement, c'est un peu banal, bon, c'est intéressant, mais bon, on a le droit de travailler en français, on a le droit d'être servi en français, on savait tout ça, puis bon, peut-être que ça ne vous impressionne pas tant que ça, mais ça devrait vous impressionner pour une raison bien simple, c'est que c'est absolument unique dans le monde. Même, ça l'était particulièrement en 1977, mais même aujourd'hui. Pourquoi je dis que c'est unique dans le monde? Parce que partout dans le monde, il y a des lois linguistiques. Dans n'importe quel pays, on va décider les lois sont dans une langue, sont dans deux langues. À l'école, il y a une, deux ou trois langues. Les services publics, c'est une, deux ou trois langues, selon les régions. Tous les pays du monde ont des lois linguistiques. Mais aucun pays du monde, sauf le Québec, a une loi qui décide c'est quoi la langue dans l'entreprise privée. Ça, c'est complètement unique, là. Moi, je me promène partout dans le monde comme chercheur, je parle de la loi 101, partout, là. Les gens hallucinent. Ils tombent de leur chaise quand je leur parle de ça. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Algérie, plus particulièrement en Kabylie, donc à Tizi Ouzou, où il y a des gens qui se battent pour leur langue, le berbère, kabyle, tamazight, peu importe comment on l'appelle. Et ils aimeraient ça avoir la langue à l'école, dans les services publics. Puis il ne leur viendrait même pas à l'esprit qu'il pourrait y avoir un pouvoir public, un peuple qui dit un jour, on veut notre langue, non seulement dans l'État, les entreprises, les services publics, mais dans l'entreprise privée. Donc c'est impensable. Même en Belgique, où ils ont plein de droits linguistiques partout, mur à mur, ça reste dans le public. C'est très peu dans l'entreprise privée. Donc, au Québec, on a été les premiers à dire on va décider d'avoir des droits liés au français, y compris dans l'entreprise privée, y compris dans les grandes multinationales américaines qui ne veulent rien savoir. On va leur imposer, avec la force de l'État, du peuple, les mobilisations sociales. Puis ensuite, ça devient des lois, puis l'État se met au service de ça. Donc, c'est vraiment unique dans le monde. Ça vaut la peine de le mentionner. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire puis qu'il n'y a rien eu du côté de la langue de l'État puis des services publics. Au contraire, il y a eu des grosses batailles de ce côté-là aussi. Le meilleur exemple, c'est Saint-Léonard. Donc, on est dans le coin de Montréal, quartier de Montréal. Et là, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une très forte immigration italienne. Et alors que les Italiens vont à l'école catholique, comme les francophones, donc normalement, ils auraient dû aller à l'école en français. L'italien, c'est beaucoup plus proche du français que de l'anglais. Et pourtant, les immigrants italiens veulent que leur enfant aille à l'école en anglais. Parce que l'anglais, c'est ce qu'ils appellent la lingua di pane, la langue du pain, la langue des emplois payants. Donc, les Italiens veulent envoyer leur enfant à l'école anglaise. Mais si tous les immigrants envoient leur enfant à l'école anglaise, alors que les francophones ont moins d'enfants qu'avant, qu'est-ce qui arrive? Le français va disparaître. Donc là, il y a des gens qui se mobilisent, il y a des élections scolaires, il y a des gens qui se font élire, qui décident que le français devient la seule langue d'enseignement, avec l'anglais comme langue seconde, et ils se battent pour ça, même si c'est controversé. À un moment donné, il y a même une commission scolaire qui décide une autre sorte de décision, qui décide qu'il y a une école française qui va devenir une école anglaise. Parce qu'il y a tellement de gens qui veulent aller à l'école anglaise que les francophones, on leur dit allez dans d'autres quartiers, dans d'autres écoles, parce que là, la grosse demande, c'est pour l'école anglaise. Donc, on va fermer une école française, on va la transformer en école anglaise. Et là, qu'est-ce qu'ils font les militants pour le français? Ils vont dans l'école, ils l'occupent. Ils s'enchaînent aux portes, ils s'enchaînent aux fenêtres, ils font un cordon autour, ils font des manifestations autour pour empêcher physiquement que l'école de langue française soit transformée en école de langue anglaise. Et là, il y a des manifestations, mais ça vire à l'émeute. Donc voilà, vraiment une mobilisation sociale, une lutte sociale vraiment très, très dure. Et là, ça va comme forcer l'État, à terme, quelques années plus tard, à agir. Donc là, on réalise qu'on ne peut pas tout à fait laisser des élections scolaires, puis des émeutes, puis des occupations d'écoles régir la question de la langue des écoles. C'est comme un peu trop gros comme enjeu pour laisser ça comme ça. Donc l'État va adopter différentes lois. Au début, ça ne marchera pas, mais la loi 101, ça va fonctionner, parce que la règle est simple, et elle va être bien appliquée. La règle, c'est de dire les francophones, les nouveaux arrivants, doivent aller à l'école de langue française. Puis pour nos compatriotes de langue anglaise, eux, ils ont droit à l'école anglaise. Mais c'est seulement pour la communauté anglo-québécoise, pas pour tous les nouveaux arrivants, parce que sinon, ça nous mènera à une anglicisation. Bon, ensuite, c'est compliqué parce qu'il faut définir qui est un anglophone. Ça va être difficile pendant une couple d'années. Finalement, on arrive avec un bon critère. On dit, si un de vos parents, votre père ou votre mère, est allé à l'école anglaise au Québec,
vous êtes considéré comme un anglophone, vous avez le droit à l'école en anglais. Donc, on trouve un critère qui n'est pas genre, est-ce que vous connaissez l'anglais, c'est quoi votre arbre généalogique? Bon, on n'est pas là-dedans. On est dans une logique plus simple de vos parents sont allés à quelle école. Donc, finalement, ça fonctionne. Et fin des années 70, début des années 80, il y a beaucoup de progrès pour le français, là. Il y a beaucoup de progrès. Là. Il y a des statistiques, c'est incroyable. Le français devient la langue du travail, le français devient la langue du commerce, des affaires. Vraiment, là, les statistiques, c'est incroyable comment une loi, ça peut changer la vie sur le terrain. Jusque dans les années 90, début 2000. Après ça, il commence à avoir des reculs. Il y a beaucoup de raisons à ça, mais entre autres, il y a beaucoup de jugements en fonction de la Constitution canadienne et tout, qui viennent invalider en partie la Charte de la langue française, qui viennent faire reculer la loi 101, et ensuite, il y a des reculs pour le français. Et c'est dans ce contexte-là qu'à nouveau, il y a des syndicats, toutes sortes de groupes qui vont se mobiliser au début des années 2020, donc tout récemment, et qui vont commencer à dire qu'il faudrait peut-être appliquer la loi 101, donc la logique qui dit l'école anglaise pour les Anglais et les autres francophones, immigrants, on doit aller à l'école en français. Certains disent qu'il faudrait que ça s'applique au cégep. Donc, c'est beaucoup des syndicats de profs de cégep francophones qui veulent ça parce qu'ils voient bien que de plus en plus de gens vont dans les cégeps anglais, de moins en moins dans les cégeps français. Puis si ça continue, bien, eux autres, ils vont perdre leur job là, parce qu'on va avoir moins besoin de profs dans les cégeps français. Donc, il peut y avoir un petit côté corporatiste, mais ils ont aussi, évidemment, un souci pour la langue française. Donc, ils se mobilisent autour de ça. Différents syndicats, différents groupes. La mobilisation reprend autour du français il y a quelques années. Ça va amener le gouvernement à adopter une nouvelle loi, la loi 96, qui renforce la loi 101 en 2022. Mais c'est une espèce de compromis. Le gouvernement dit on plafonne les places dans les cégeps anglais, puis on priorise les anglophones dans l'admission, mais sans vraiment appliquer la loi 101. Donc, une espèce de compromis. On verra. Ça a été appliqué là, en septembre dernier pour la première fois. On verra ce que ça donne dans quelques années. Donc, en conclusion, je vous dirais qu'un peu comme toutes les luttes sociales, on le voit tantôt avec la question des femmes dans les sciences, un peu comme toutes les luttes sociales, on a des demi-victoires, on a des trois-quarts de victoires. C'est jamais la victoire absolue, ça continue toujours. Et l'idée, c'est d'avoir des soirées comme ce soir où on peut en débattre, les pour, les contre, chercher les meilleures solutions pour respecter les droits de tout le monde, faire avancer le bien commun. Puis dans notre cas au Québec, je pense que le français, ça s'inscrit dans le bien commun. Merci beaucoup. Oui, fait qu'on procède maintenant à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, j'en ai une. Moi, je trouve toujours qu'il y a deux angles morts dans le combat pour la défense du français, l'Internet puis la natalité. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux angles morts-là, monsieur? Oui, l'Internet, oui et non. C'est-à-dire que, comme je vous disais, la loi 101, bon, ça vise la langue du commerce des affaires. Donc, quand vous faites une transaction dans un commerce, vous avez le droit que ce soit en français et tout. Et fin des années 90, début 2000, arrive l'Internet. Et là, se pose la question, OK, mais mon droit d'avoir accès à des informations en français, une étiquette en français, puis des règles de sécurité en français quand j'achète un bien, est-ce que ça s'applique à Internet? Puis là, il y a des commerçants puis leurs avocats qui ont plaidé, non, l'Internet, c'est mondial, ça échappe aux lois du Québec. Là, les tribunaux ont dit, non. Ça s'applique aux lois du Québec. Donc, c'est pas parce que vous êtes sur Internet que vous échappez aux lois. Donc, il y a quand même eu la jurisprudence a été quand même assez alerte, assez forte pour dire on applique la loi 101 sur Internet. Ensuite, avec la loi 96, on est même venu pousser ça un petit peu plus loin à dire même, il y a vraiment plus de droits au niveau du commerce. Puis là, dans l'applicabilité, c'est complexe parce qu'en théorie, quand vous louez, je sais pas, vous prévoyez aller en Irlande l'été prochain, vous louez une chambre en Irlande, mais à partir du Québec, là, en théorie, il devrait vous donner vos informations en français. Mais là, à quel point la loi québécoise est d'application extraterritoriale, tout ça devient un petit peu compliqué. Puis on ne veut pas que plein de compagnies internationales disent « Nous, on ne fait plus affaire au Québec parce qu'on ne veut pas tout traduire nos affaires. » Fait que c'est compliqué, mais je vous dirais que c'est pas totalement un angle mort parce qu'en théorie, ça s'applique. Dans les faits, comment on le fait, c'est un petit peu compliqué. Fait que je vous dirais que c'est pas complètement un angle mort, même si on devrait aller plus loin. Ensuite, il y a tout l'aspect qui relève du CRTC. Est-ce que sur YouTube, on ne devrait pas vous offrir du contenu francophone québécois et non pas... bon. Donc là, il y a le volet qui relève du fédéral et quoique le Québec pourrait quand même en faire plus. Et là, oui, c'est peut-être un angle mort, effectivement. Il y a un rapport qui est sorti dernièrement qui est assez intéressant avec le professeur Taillon, entre autres, qui propose un petit peu d'en faire plus pour la découvrabilité, de faire du droit, de créer un droit à la découvrabilité des œuvres québécoises francophones. Fait qu'effectivement, il y a encore du travail à faire. Pour ce qui est de la natalité,
Je pense que là aussi, il y a du travail à faire. L'idée, c'est pas de dire tout le monde devrait avoir 12 enfants. L'idée, c'est de dire, je pense que j'avais vu une statistique une fois qui disait que le nombre d'enfants désirés, c'est plus autour de 2, 2,5 en moyenne, puis les gens en ont comme plus 1,5. Fait que l'idée, c'est pas de dire on veut forcer les gens à avoir des enfants, mais de dire offrons des conditions pour que les gens, les femmes en particulier, puissent avoir le nombre d'enfants désirés, ce qui suppose avoir des politiques sociales, puis ça peut marcher. On sait qu'au début des années 2000, quand on a créé des garderies à tarif réduit au Québec, il y a eu une hausse du taux de natalité. Donc, quand on offre aux gens des bonnes conditions pour avoir des enfants dans des bonnes conditions, sans que ça nuise à leur carrière et tout, je pense que les gens embarquent. Puis là, on a fait des progrès, mais il reste du chemin à faire. Merci beaucoup. Malheureusement, c'est le seul temps qu'on a pour les questions. Je vois la file là, qui s'allongeait. N'hésitez pas à venir pendant le petit temps de pause, là, à venir poser vos questions à M. Rousseau. Je pense qu'il va être vraiment content. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous regardez la publication de nos événements sur Facebook, mais si vous étiez attentif, vous saviez qu'il y avait une présentation surprise ce soir. Yes! OK, ouais. Un peu plus dans goût, là. Merci. Donc, sans plus attendre, la présentatrice surprise, Coralie Gens, qui est en maîtrise en service social et qui détient un bac qui combine criminologie, psychologie et travail social. On l'applaudit. Rappelle-moi, le truc, là, c'est quoi les sens? Attends, pour avancer, c'est ça. Ça, là. OK. Bonsoir. Je suis un peu nerveuse. Soyez indulgents avec moi, tout le monde. Je voulais aussi dire, je suis un peu gênée de faire ma présentation après mon collègue parce qu'il parle de loi 101 puis j'ai beaucoup de mots en anglais dans mon PowerPoint, donc pardonnez-moi. Pour commencer, s'il vous plaît, merci. Donc, pour commencer, j'espère que tout le monde a eu sa consommation gratuite en arrivant. Par applaudissement, qui en a eu une? Merci. Donc, imaginez que ce soir, vous êtes en train de consommer votre bière avec plaisir, puis il y a un groupe qui décide que vous ne pouvez plus légalement la consommer. Puis là, ils sont comme « arrêtez de boire ». Bien, ce serait plate, on s'entend, mais c'est ça qui est arrivé au 17e siècle. Donc, ce soir, je vais parler de la prohibition, en fait, en tant qu'outil de répression, puis pourquoi la répression n'est pas une réponse aux problèmes sociaux. J'ai créé une bande dessinée, tout le monde. Encore là, soyez indulgents avec moi, parce que ma BD... En tout cas, vous me donnerez vos commentaires après. Donc, on est au 17e siècle à Vice City. Tout le monde connaît la référence, j'espère. Et puis, on remarque que les gens qui consomment de l'alcool, là, c'est tous des gros ivrognes, OK? Puis là, je vous dis, ce n'est pas une image que j'ai prise sur la Wellington à Sherbrooke. Donc, c'est le gros party, là, comme tout le monde, perte de contrôle, gros plaisir. Puis ça ressemble un peu à mes années de cégep, honnêtement. Mais là, on se dit, il faut vraiment faire quelque chose, parce que là, il y a un gros problème. Puis c'est là qu'il y a une seule personne qui peut nous aider, et j'ai nommé Super Moral, notre héros, qui représente en fait les groupes religieux protestants anglo-saxons, qui dit, là, c'est totalement inacceptable que les gens fassent le party comme ça, puis il faut combattre notre vilaine bière à haute teneur en alcool, que j'ai nommé le baron de la levure. Donc là, le baron de la levure fait sa loi. Puis, Super Moral, au fond, c'est qui? Bien, comme j'ai dit précédemment, il se dit que l'alcool, c'est une perte de contrôle, qu'il faut absolument arrêter ça. Puis il fait, moi, je veux défendre des valeurs de vertu, de moralité, de productivité. Donc, tu sais, c'est l'être suprême, là, notre Super Moral, il est parfait. Puis ensuite, on a le baron de la levure, puis il dit, « Hey, le baron de la levure, là, il est totalement immoral. C'est un signe de déchéance. À cause de lui, les gens... Ils n'ont plus de capacité mentale, ils n'ont plus de capacité physique, sont juste caves, au fond. Puis, ils décident qu'à cause du baron de la levure, ben tout le monde est criminel. Puis la criminalité, c'est à cause de lui. Puis, ben consommer de l'alcool, c'est une maladie. Fait que là, il se dit,
combattons le baron de la levure pour protéger la société, parce que c'est un gros problème. Puis c'est là qu'il met en place un mouvement qu'on appelle le mouvement de la tempérance, en fait. Puis la tempérance, c'est la diminution ou l'arrêt de la consommation d'alcool. Mais c'est principalement le fait d'encourager les gens à diminuer. Puis là, bien, Super Moral, c'est clairement celui qui part, en fait, le mouvement. Mais pour faire une lutte sociale, on ne peut pas être seul. Donc, il est accompagné des mouvements féministes, en fait. Puis les mouvements féministes qui vont dire, c'est que les hommes qui consomment de l'alcool sont violents, puis que ce serait en fait la raison. Donc, le baron de la levure, c'est la raison pourquoi les femmes vivent la violence conjugale. Puis, on a notre monsieur Monopoly qui représente les riches propriétaires d'entreprises qui disent que si tu consommes de l'alcool, tu es plus productif, puis si tu es plus productif, je fais moins d'argent, fait qu'arrête de boire. C'est un peu ça le principe. Puis là, je mets une pause à ma bande dessinée pour vous dire une phrase, et je veux une réponse, tout le monde. Si je vous dis « la modération a bien meilleur goût », à quoi ça vous fait penser? Éduc-alcool, exactement. Donc, en fait, on a tous vu passer les pubs d'Éduc-alcool qui dit 2 verres pour une femme, 3 verres pour un homme, là, whatever. Mais au fond, la modération, c'est la version 2024 de la tempérance des années 1850, OK? Ça, c'était ma parenthèse. Retournons à notre histoire. Donc là, Super Moral, il veille sur la ville puis il se dit « Hey, c'est pas suffisant la tempérance parce qu'il y a encore un vieux monsieur alcoolique qui est là. Le baron de la levure, il fait chier tout le monde. » Puis, désolé pour mon langage en passant. Puis, il voit encore l'alcool qui se vend partout. Fait que là, il se dit « Il faut que je le mette hors d'état de nuire officiellement. » Puis c'est là qu'il fait un coup d'éclat. Et puis, qu'il met en place la prohibition. Fait que là, on va aller avec la définition du petit Robert. La prohibition, c'est l'interdiction de fabriquer, importer et vendre certaines substances. Puis, ça peut toucher toutes les substances, en fait, mais dans ces années-là, qui est les années 1920, c'est vraiment l'alcool qui est touché. Puis là, Super Moral, maintenant qu'il a arrêté la vente d'alcool, il se dit, bien, tout va bien, il veille sur la ville, puis pour lui, tout est réglé. Pourtant, pendant qu'il surveille la ville et qu'il pense que tout va bien, il se passe quand même quelque chose dans le côté sombre. Je prends une pause. Oh, tout le monde. Survie, OK. Fait que là, il se passe quand même quelque chose dans le côté sombre de la ville. Et puis, on remarque que la prohibition, ça a amené beaucoup d'enjeux au niveau de la criminalité, de la corruption, des problèmes financiers, puis également au niveau de la qualité d'alcool. Parce que, je ne sais pas si c'est une nouvelle pour vous, mais quand un produit est illégal, ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Donc, je vais vous expliquer le crime organisé, puis souvenez-vous de cette partie-là, s'il vous plaît. Donc, moi, je suis un client. J'ai de l'argent, j'ai le goût de m'acheter de l'alcool. Là, ben, c'est légal. Fait que je me dis, je vais aller à la SAC ou à la commission des liqueurs si on est dans les années 20. Mais j'ai aussi le choix d'aller voir mon gangster de quartier pour acheter mon alcool. Fait que là, ben, clairement, je vais aller à l'option qui est la plus facile, qui est d'aller à la SAC. Donc, à ce moment-là, je m'en vais là. La prohibition, ça m'enlève l'option d'aller à la SAC. Fait que si on m'enlève la SAC, je fais quoi? J'ai encore envie de boire ma bière. Puis là, ben, clairement, le marché noir se dit, ben, mon gangster de quartier, plutôt, il se dit, ben, il n'y a plus personne qui le vend légalement, fait que moi, je vais le prendre, je vais me faire fucking de l'argent, puis c'est ça. Fait que je m'en vais voir mon gangster de quartier. Ma demande est toujours là, c'est juste que là, c'est mon gangster qui est là. Fait qu'on a remarqué dans cette période-là qu'il y a eu ben, le fameux baron de la prohibition. Est-ce que ça marche? Al Capone, que je suis pas capable de dire le nom, fait que dites-moi-le. Puis Al Capone, qui était c'est ça, là, qui était bien bon dans la vente d'alcool. Et puis, il y a eu la création de speakeasy, qui sont des bars clandestins où les gens fallait consommer en secret. Mais là, comment ça l'a fait pour fonctionner le marché noir? Parce que techniquement, il y a des policiers en quelque part. Bien, c'est parce qu'il y avait de la corruption. Puis c'est que les gangsters, ils payaient, au fond, les gangsters, ils payaient dans le but que les policiers ferment les yeux sur les actions illégales. Donc, ça a continué quand même longtemps. Ensuite, au niveau de la qualité de l'alcool, donc, quand un produit est légal, ça fait en sorte qu'il y a un contrôle qualité, OK? Je vous apprends rien. Mais si le produit devient illégal, il n'y a plus de contrôle qualité. Fait que s'il n'y a plus de contrôle qualité, on peut faire bien ce qu'on veut. Fait que là, notre gangster de quartier, il fabrique l'alcool, il se dit, moi, je veux faire le plus d'argent possible, je vais commencer à utiliser des produits chimiques, OK?
Fait que là, il met des produits chimiques, puis lui, il s'en fout des clients parce qu'il est comme, je veux juste la vendre, mon alcool, je m'en fous bien de ce que ça te fait. Fait qu'il met des produits chimiques dans son alcool, ce qui fait que l'alcool est un problème, là. Puis, finalement, ce que ça a apporté, la consommation de cet alcool-là, c'est, au fond, des gens sont devenus aveugles. Il y a eu aussi des problèmes de lésions cérébrales, donc des enjeux là, au niveau du cerveau qui ont été permanents. Puis, finalement, la paralysie, donc la perte de l'usage des membres. Puis, je voulais souligner aussi que, vu que c'était pas encadré, la fabrication, il y a des gens qui ont produit l'alcool avec les produits chimiques, puis les usines ont explosé et sont décédés, donc c'est très grave. C'est drôle que ça vous fasse rire. Ensuite, au niveau des portes monétaires, il faut que je souligne que le fait d'appliquer la loi, ça coûte énormément cher. Donc, en plus, c'est des policiers corrompus. Fait qu'on s'entend que ça fait un peu chier de perdre autant d'argent pour surveiller, puis après ça, ils font même pas leur job. Puis aussi, ben, la vente d'alcool, je vous apprends rien, mais ça rapporte énormément d'argent. Donc, c'était une grosse perte pour nous de le rendre illégal. Puis ça, c'est mon bout préféré. Je ne peux pas parler de prohibition sans parler d'hypocrisie. Donc, c'était possible, en fait, de se faire prescrire de l'alcool par les médecins si on était malade. Je sais pas, ça vous fait penser à quelque chose, mettons, aller en pharmacie, acheter un produit illégal dans les rues. Mais je donne l'Oscar de l'ironie, en fait, à l'Église qui a demandé la prohibition, mais que c'était le seul endroit qu'on avait le droit d'aller boire du vin dans les messes et les offices religieux. Voilà. Donc, finalement, on s'entend que malgré tous les efforts de super morale, ben, notre baron de la levure, il l'a pas mal battu parce qu'il a continué d'opérer dans l'illégalité, dans le marché noir, puis en plus, la prohibition est terminée. Donc, 1920 à 1933 aux États-Unis, l'île du Prince-Édouard, c'est la plus longue, 1901 à 1948. Tout le monde n'allait pas à l'île du Prince-Édouard. Puis, j'aimerais faire une mention spéciale au Québec, qui a été la anti-prohibition dès le début, parce que le Québec, ça a duré moins de 2 ans. Puis, pendant la prohibition, on avait l'autorisation de boire des boissons de 2,5 % d'alcool et moins. Donc, c'est ça, merci Québec. C'est grâce à toi que nous sommes alcooliques. Puis, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la prohibition? Bien, je vous annonce que Super Moral, il veille toujours sur nous parce que même si l'alcool est légal, il y a quand même une prohibition sur les drogues. Puis, je vous apprends rien encore là. Dans les dernières années, on a légalisé le cannabis, mais je vais vous dire que toute la prohibition des drogues en ce moment, il y a quand même tous les problèmes que j'ai nommés précédemment sur l'alcool se passent en ce moment avec les drogues illégales. Donc, tout ça pour dire, en conclusion, que la répression, ce n'est pas une solution aux problèmes sociaux. Quand on fait une lutte sociale, il faut favoriser des mouvements qui vont vraiment apporter de l'aide, qui vont faire un meilleur contrôle, mais sans empêcher les gens de consommer parce que ça ne fonctionne pas. Voilà. Merci, merci. On va passer à la période questions. C'est si bon que ça? Ah non, il y a une question qui s'en vient. Oh, Bonjour. Oui. J'ai une question parce qu'on voit que, par exemple, les mouvements comme le Dry January, des trucs qui, il y a quelques années, étaient vraiment vus comme des choses un petit peu anormales ou en tout cas très, très... c'était pas quelque chose qui se faisait beaucoup. Puis là, après quelques années, il y a de plus en plus de gens qui le font. Est-ce que ça, c'est aussi une façon que la morale a de s'impliquer de nouveau dans quelque chose? Et est-ce que ça pourrait impliquer dans le futur, finalement? Est-ce que c'est un truc caché de morale? Ben, au fond, je vais te demander de répéter c'est quoi le mouvement, je ne l'ai pas compris. Ah ben, j'ai un accent anglais de merde, donc le mois de janvier où tu bois pas, ou le mois de février où tu bois pas. Ben, en fait, oui. Quand on parle de tempérance, c'est vraiment la diminution d'alcool. Puis comme j'ai dit, la modération, aujourd'hui, c'est un autre mot pour la tempérance. Donc, effectivement, les mouvements comme le février sans alcool, c'est une façon d'emmener les gens à moins consommer puis à prendre conscience, mais c'est une façon de pas justement empêcher les gens de consommer, mais de leur laisser le choix. Puis ce serait un bon mouvement. Fait que c'est pas... Est-ce que ça avait commencé comme ça aussi à l'époque? C'est-à-dire que quelque chose qui socialement au début est pas très valorisé, puis maintenant tu l'entends
genre dans les médias, puis les gens vont valoriser le fait de le faire. Petit à petit, vont faire grimper une tempérance, mais qui finalement... Bien, si on parle des années 20, je sais honnêtement pas exactement comment ça s'est fait. C'est très peu documenté. Mais oui, ça a dû être une affaire de pression sociale, de dire arrêtez. Mais eux, la tempérance, c'était vraiment comme arrêter de consommer. Tu sais, c'était pas comme aujourd'hui qu'on est quand même ouvert puis qu'on l'affiche. Ouais. Je sais pas si ça répond à ta question, en fait. Si, merci beaucoup. OK. Merci. Donc, tu as parlé de beaucoup d'aspects négatifs de la prohibition, mais quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est que les speakeasy que tu as parlé, vu que c'était illégal, il y a un bris des normes sociales incroyables là-dedans. Donc, aux États-Unis, entre autres, les femmes qui n'avaient pas le droit d'aller dans les bars avaient le droit d'aller dans le speakeasy, les Noirs et ainsi de suite. Donc, ma question, au final, c'est est-ce que tu crois que la prohibition, d'une certaine façon, ça a accéléré l'acceptation de ces normes sociales-là? C'est une bonne question. Est-ce que c'est relié? Je ne sais pas. C'est sûr que ça peut avoir aidé, mais le point, c'est vraiment de souligner que le fait d'empêcher quelque chose... Tu sais, il y a tout le temps des points positifs, en fait, à toutes les luttes, mais je pense que c'est une bonne façon de le voir si on regarde le positif puis qu'on n'est pas aussi pessimiste que moi. Il y a effectivement des effets positifs. Fait que oui, apporté comme ça, je dirais que oui. Merci. Je vais prendre le pointeur. Ben merci beaucoup. C'était vraiment intéressant, puis c'est quand même ironique parce qu'on donne ça dans un bar. Ben c'est ce qui met fin aux présentations. Donc, on va finir dans pas très longtemps. Je vais commencer par vous remercier, vous, cher public, parce que là, je pense on vous a calculé officiellement, on est comme 140 ce soir. 159, désolé, 159. Fait que là, vous faites du bruit comme vous étiez 159. On remercie aussi les présentateurs et présentatrices. C'était vraiment intéressant. Ensuite, on remercie les bénévoles. Donc, il y a Loïc et Anna-Ève à la captation vidéo. Gaëlle et Patricia à l'accueil, qui sont là-bas, là. Et puis, Alexis qui est Alexis. On remercie aussi le staff du Boc et Bière parce que, tu sais, ils sont silencieux, là, mais ils nous font du très bon service. Au bar, on a Mathieu et Sarah. Après ça, au service, on a Jonathan. Et puis, on a David en cuisine. J'ai entendu un cri, là. T'as oublié quelqu'un? J'ai oublié quelqu'un? Ah, OK. Ah, OK, parfait. Bon, encore un petit peu d'amour pour la cuisine quand même. Ensuite, on remercie tous nos commanditaires, la FEUS, le REMDUS, la GEG, le vice-rectorat à la recherche. La quoi? La GEG. Hey, je suis désolée. Le vice-rectorat à la recherche aux études supérieures de l'UDS, Fernanda Luz, conseillère municipale section Carrefour, Raïs Kibonge, conseiller municipal Lac-des-Nations, puis aussi notre collaborateur Lazarus.